Décembre 1773, le 17 précisément, mer de Chine orientale. Depuis 3 jours, le Royal Captain, navire marchand anglais, a quitté le port de Canton pour regagner Londres, son port d'attache, pour une traversée de 6000 milles. Le navire s'enfonce dans la nuit. Servi par 99 hommes d'équipage accompagnés de 6 passagers, il est commandé par le capitaine Edward Barrow. Au terme d'une année de périple, il progresse lentement, lourd d'une précieuse cargaison. Jusqu'à ce 17 décembre fatal, les éléments ont favorisé son voyage. Le mauvais sort va tout faire basculer. Le Royal Captain heurte soudainement un haut fond ignoré des cartes. Deux siècles ont passé. Franck Gaudiot décide de monter une expédition pour retrouver l'épave. Car dans les profondeurs, les flancs du Royal Captain emprisonnent un trésor. Palawan, l'une des 7000 îles de l'archipel des Philippines. Sur la côte sud-ouest de l'île se trouve Quezon, un village de pêcheurs. Éloignés du monde, ils vivent au rythme paisible de leur tradition. En 1985, étonné, il voit arriver un Européen à bord d'un ketch, Franck Gaudiot. C'est sa première grande expédition. Un tournant dans la vie de cet homme d'affaires comblé qui a décidé de vouer son existence à l'archéologie sous-marine. Il lance une première expédition en vue de retrouver les restes d'un obscur navire anglais. C'est l'échec. Tout se ligue contre lui. Éléments hostiles, technologie trop primaire et l'océan lui-même tout simplement trop profond. Il en était arrivé à penser que le Royal Captain ne serait probablement jamais retrouvé, en dépit du fait que ni le vent, ni les courants n'avaient réussi à disperser son épave. Pourtant, il se refuse à renoncer. « 15 ans plus tard, il est de retour sur les lieux à bord d'Océan Voyageur, un navire de 70 mètres de long, spécialisé dans la recherche en eau profonde. Non, mais c'est pour ça, nous on a préparé un... Durant 6 semaines, Océan Voyageur servira de base aux 50 membres d'une expédition internationale. À leur disposition, Jules et Jim, 2 sous-marins de 5 tonnes bardés des technologies d'avant-garde en matière de recherche en eau profonde. Muriel, un des pilotes, lance la checklist, procédure indispensable pour la sécurité des plongées. Offrant une vision panoramique, Jules et Jim descendent jusqu'à 1000 mètres de profondeur grâce à une sphère acrylique de 13 cm d'épaisseur. Un plongeur détache les sous-marins. Désormais libérés l'un assurant l'autre, Jules et Jim entreprennent leur descente vers le monde coloré et silencieux des profondeurs.
Ici règne le mystère et la mystification. Rien de ce qui habite les lieux n'obéit à ce qui est connu. L'adaptation des espèces à leur milieu relève du prodige. Forme, comportement, tout y est étrange, tout y est singulier. Méduses luminescentes, poulpe à oreilles. Poisson grenouille et nudibranche. Guidés par la falaise, Jules et Jim s'enfoncent dans le noir des abysses. La lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir. La plongée devient fascinante. C'est dans cet univers minéral que reposent les trésors du Royal Captain. La jubilation de Frank Gaudio n'est pas forcément celle que l'on croit. Le Royal Captain ne transportait pas à proprement dit de trésors. C'était un navire marchand chargé d'une cargaison de thé, de soie et de porcelaine. Attends, essaie de descendre. Autant que l'or, les diamants, l'argent, ce sont aux yeux d'un archéologue des matières tout aussi précieuses. Retrouver une épave, c'est ressusciter une tragédie oubliée. Remonter à l'origine de cette tragédie, comprendre les raisons du naufrage, c'est le défi de Frank Gaudio. C'était une nuit belle et claire. On ne voyait pas l'ombre d'une déferlante, ni quoi que ce soit qui ressemble à de la houle ou du ressac à la surface de la mer. À 2h30 du matin, le navire a par malheur heurté un haut fond rocheux. Ceci est le livre de bord sauvé du Royal Capitaine juste avant qu'il ne coule. C'est un objet très rare et très important. Il décrit avec précision tout ce qui est arrivé après que le bateau touche le récif. Il a été écrit par le premier officier James Quick. Juste après le choc, le capitaine Burrow est monté sur le pont et a ordonné que des sondages soient faits tout autour du bateau. À bâbord, il y avait 5 mètres d'eau. À tribord, ils ne trouvèrent pas le fond avec une ligne de 180 mètres de long. À 5h15 du matin, l'équipage fit une première tentative pour essayer de libérer le bateau. Une petite ancre fut jetée à 50 mètres du côté bâbord du navire. Et l'équipage raidit haussière pour tenter d'écarter le navire. Malheureusement, à cet endroit, le récif est très accore et l'haussière était presque verticale. Et la tentative échoua. Le livre de bord nous décrit en fait une situation dramatique. Il faisait maintenant pratiquement jour lorsque le plus redoutable au fond est apparu sous nos yeux et nous avons entrepris notre deuxième tentative pour libérer le navire du récif. Le canot a de nouveau été envoyé sonder les profondeurs. L'ancre immergée a été remontée et descendue sur l'affleurement rocheux. Nous avons attaché une amarre de 9 pouces et fait passer le câble par la cabine de poupe au cabestan arrière. Une deuxième amarre souple a été attachée à l'avant pour empêcher le navire de tourner sur lui-même. Ensuite, l'équipage a tiré sur les lourdes amarres, mais le câble arrière a été sectionné par des rochers sous-marins et nos efforts ont échoué. La perte du Royal Captain est plus que l'histoire d'un naufrage. Symboliquement, ce désastre a modifié le sort de plusieurs millions d'hommes et marqué un moment de l'histoire. Voici comment. Le dernier jour de l'année 1600, la reine Élisabeth Ier signe la charte royale qui donne naissance à la Compagnie des Indes. Par privilège exceptionnel, la Compagnie des Indes détiendra le monopole du commerce avec les Indes orientales. Connue sous le nom de The Company, elle devient une redoutable puissance économique. À la fin de l'époque élisabéthaine, l'Angleterre n'est pas considérée à leur égal par les grandes puissances européennes, espagnoles, hollandaises, portugaises.
La Compagnie des Indes va se développer au point de bouleverser l'équilibre en Europe. Elle dispose du plus important pouvoir économique que le monde ait jamais connu. À son apogée, elle contrôle la moitié du monde commercial, le quart de ses territoires et le tiers de sa population. Ses navires sillonnent le globe, important du thé en Angleterre, des lainages au Japon, des épices en Europe et aux Amériques, et aux Indes, le polo. C'est par leurs commerçants que les Anglais établissent leur domination militaire, fondement de l'empire politique britannique. Ironie du sort, ces commerçants sont à l'origine d'une révolte historique déclenchée la nuit du 17 décembre 1773. Cette nuit même où en mer de Chine, le Royal Captain fait naufrage. De l'autre côté du globe, 3 navires de la Compagnie des Indes mouillent dans le port de Boston en attente de décharger 10 000 livres de thé de Chine. Cette cargaison est jetée à l'eau par les colons britanniques, exaspérés par la pression fiscale de la couronne. Cette émeute, historiquement connue sous le nom de Boston Tea Party, donne le signal de la guerre d'indépendance des États-Unis. George Washington choisit l'emblème de la compagnie comme bannière de la première armée continentale. À la place de l'Union Jack, les colonies émancipées adoptent les 13 rayures rouges et blanches, leur ajoutant les 13 étoiles blanches sur fond bleu. Riche, puissante, la compagnie n'était pas pour autant propriétaire de ces navires surnommés flancs de bois. Trop onéreux à construire, elle préférait les affréter pour de longues durées. C'était le cas du Royal Captain, l'un de ces East Indiaman. En fait, il existait au moins 2 navires baptisés Royal Captain. Le Royal Captain a été construit en 1760. Il a effectué 4 voyages en Extrême-Orient. À cette époque, il devait avoir une dizaine d'années. Vers 10-12 ans d'existence, le propriétaire d'un navire pouvait demander à l'East India Company l'autorisation de construire un nouveau navire. C'est ce que fit son propriétaire, Sir Richard Hotham. Et le 9 mai 1770, la Court of Directors lui a accordé cette autorisation. Hotham s'est rendu à Randall's Yard sur la Tamise pour y construire ce nouveau navire, qu'il a baptisé également le Royal Captain. Sous de nombreux aspects, c'était typiquement un navire de ligne. 143 pieds de la poupe à la proue et 36 pieds de large. Le Royal Captain était pratiquement indiscernable d'un navire de guerre de la Royal Navy. Planté dans sa massive coque de chêne, ses 3 mâts se dressaient à 150 pieds au-dessus du pont supérieur. Ses sabords de batterie étaient situés à 13 pieds au-dessus de la ligne de flottaison. Cette hauteur était cruciale pour calculer jusqu'où le navire pouvait gîter avant de prendre l'eau. Il était armé de 20 canons de 20 livres et de 6 de 4 livres. Officiellement, le Royal Captain jaugeait 499 tonnes. C'est ainsi que la East India Company l'avait déclaré. En fait, c'était un leurre destiné à contourner la législation qui exigeait la présence d'un aumônier pour tous les vaisseaux de plus de 500 tonnes. En fait, le Royal Captain atteignait pratiquement 860 tonnes. C'était presque le plus grand navire marchand naviguant à cette époque. L'honorable compagnie n'hésitait pas à frauder pour économiser des dépenses. C'est donc sans aumônier pour bénir son départ que le Royal Captain prend la mer à Gravesend, à l'embouchure de la Tamise, dans la brume d'un matin froid, le 19 décembre 1772. Son premier voyage sera son dernier. Concentré aux commandes de Jules, Frank Gaudiot rase dangereusement la falaise. Son œil exercé distingue une forte concrétion. L'ancre du Bossoir, autrement dit l'ancre principale du Royal Captain. 4 mètres de fer forgé encastrés dans le récif. Plus loin, les restes déchiquetés d'une amarre.
10 heures du matin, ils sont parvenus à rattacher l'osière à l'ancre immergée et nous nous sommes remis à tirer sur l'amarre arrière. Mais une fois de plus, nous avons été déçus. L'osière s'est cassée et le navire a pivoté d'environ 90 degrés. Il s'est violemment cogné. Comme le risque de chavirer augmentait, le capitaine a fait jeter à la mer les canons de tribord. Une brise de nord-est s'est levée et les hommes se sont précipités pour amener les voiles. Nous avons viré vent arrière pendant environ 5 minutes, puis le navire s'est de nouveau échoué. Au changement de marée, nous avons commencé à désespérer de pouvoir nous dégager du récif. Poursuivant leur descente, ils découvrent les canons tribord du Royal Captain. Leur emplacement permet de localiser l'endroit précis où le Royal Captain s'est désespérément battu. Soudain, à 175 mètres de profondeur apparaît dans la falaise l'entrée d'une gigantesque caverne. Les sous-marins s'engouffrent sous une voûte de plus de 30 mètres de hauteur, les entrailles de la Terre. Le sol de la caverne est jonché de débris du Royal Captain. Pièces de porcelaine, lingots de fer destinés à ballaster le navire. Beaucoup plus loin, l'étroitesse du boyau contraint les sous-marins à revenir en arrière, laissant derrière eux d'autres vestiges du naufrage. Le soir tombe. Depuis 12 heures, le Royal Captain est violemment drossé sur le récif. Il a perdu 5 ancres et toutes ses grosses amarres se sont détachées. Il gîte dangereusement. La mer s'engouffre par les sabords de batterie, déferle dans les soutes. La blessure est mortelle. Le capitaine Béraud ordonne d'abandonner le navire. Ivre, 3 hommes d'équipage refusent cet ordre. Il y avait quelques hommes irréfléchis et effrontés qui refusaient obstinément de quitter le navire et disaient qu'ils seraient heureux de rester avec lui, n'ayant rien d'autre à perdre que leur vie. Ils furent finalement persuadés de leur inconséquence, et les canots furent envoyés pour les emmener. Mais 3 d'entre eux résistèrent, David Gowans, William Alexander et John Matthews, des marins qui étaient tellement enivrés d'alcool qu'on ne put les ramener. Quittant la caverne, Jules et Jim poursuivent leur descente. À 300 mètres dans le faisceau de leur phare, de multiples scintillements attirent le regard de Frank Gaudio. Ah ouais. Super. Un gigantesque tumulus apparaît composé de la coque et des restes de la cargaison du Royal Captain. Cette découverte confirme la théorie de Frank non seulement sur le lieu précis du naufrage, mais également sur son déroulement. Maintenant que nous avons retrouvé les restes du Royal Capitaine, nous savons ce qui est arrivé à ce navire après. En fait, il a frappé le récif à 100 mètres à droite de cette bouée rouge, là-bas. Cette bouée rouge
marque l'emplacement de l'ancre principale, qui est la première ancre qu'ils ont jetée par 55 mètres de fond et qu'on a retrouvée en 1985. Elle est toujours là. Le Royal Capitaine a coulé à pic le long d'une falaise sous-marine et s'est brisé sur un rebord de cette falaise, juste en face d'une grande grotte, par 175 mètres de fond. Il s'est là cassé en deux parties. Une partie a dévalé la falaise et s'est dispersée sur plus de 1000 mètres. L'autre partie a continué sa course et s'est arrêtée sur un autre rebord de la falaise par 300 mètres de fond derrière un très gros rocher qui fait plus de 7 mètres de long et 4 mètres de haut. Baptisé au fond du Royal Captain, ce récif de corail long de 3000 et demi dissimule sous des eaux paisibles un piège où d'autres navires ont disparu. Franck s'apprête à effectuer le premier relevé cartographique des hauts fonds. Les données sont exploitées à partir de Kaimiloa, le catamaran de Franck, véritable laboratoire hydrographique. De Kaimiloa, on positionne les vestiges en combinant satellites et GPS différentiels. Les magnétomètres tractés par le catamaran mettent en évidence des anomalies métalliques. Un side-scan sonar profile sur un écran l'écho des fonds, dessinant une mosaïque virtuelle du récif. En dernière analyse, toutes ces informations doivent être validées par l'outil ultime, l'œil humain. Retour au tumulus pour la première et minutieuse fouille de l'épave. Les navires du XVIIIe siècle représentaient la quintessence des technologies les plus avancées de l'époque. Pour en savoir plus sur sa technique de construction, Franck procède soigneusement à l'étiquetage et au relevé des éléments du pont. Ce relevé, avec les informations de caractère historique, aidera à reconstituer le plan ayant servi à la construction du Royal Captain. Des porcelaines rares délivrées de l'obscurité des fonds à portée de main, ou des bras articulés spécialement adaptés pour récupérer les vestiges les plus fragiles. Un léger jet d'eau sous pression enlève les couches de sédiments. Puis la pression est inversée. Pièce par pièce, avec une extraordinaire dextérité, on repêche tasses, bols, assiettes de toute taille et de toute forme. Après 8 heures consécutives passées au fond, il est temps de regagner la surface. En surface, où impatiente de découvrir la collecte des sous-marins, l'équipe est en alerte. Depuis Océan Voyageur, Marius Orsi dirige la remontée, véritable balai. Rendez-vous à 30 mètres de la surface. Au tour des plongeurs de prendre en charge la précieuse collecte.
Ils prennent le temps d'admirer avant de la placer dans des sacs individuels. Magnifique ça. La finesse de ça. Magnifique. This is a nice mug. Moment magique. Franck, les représentants du National Museum des Philippines, les plongeurs, apprécient la beauté de superbes pièces de porcelaine. Les pièces orphelines découvertes disséminées sur le site sont de nouveau réunies. C'est le dragon, symbole de l'impératrice. Ça, c'est les flammes qui passent ce nuage, qui transpercent ce nuage. On voit là. Est-ce que ça pourrait faire partie de la collection privée du capitaine aussi? Sûrement, oui, sûrement. Ça, c'est une très belle qualité avec un marque. C'est typiquement chinois, c'est pas du tout pour l'exportation européenne. L'opération de récupération terminée pour la journée, reste à effectuer les longues heures de maintenance des sous-marins. Chaque soir, pour des raisons de sécurité, Océan Voyageur s'éloigne d'une dizaine de kilomètres de la zone du récif et tourne en rond jusqu'au petit matin. Mais à l'aube, Océan Voyageur est de nouveau opérationnel. Premier briefing du matin. Les longues heures de plongée ont laissé des traces sur les visages. L'équipe est épuisée. Ils savaient quoi, une taille comme ça, c'était... Il faudrait faire des plongées plus courtes, peut-être, hein, pour que ce sous-marin puisse être affecté à la fouille le plus tôt. D'autant plus que maintenant vous avez fait une couverture générale. Alors Renard, ici, donc dans le matériel, tu verras, il y a une belle poulie ici, hein, puis à relever. On peut sortir la poulie, quoi. Non, mais, elle est libre, hein, aucun problème pour arriver. C'est possible. Que ce soit 2h30 maximum la plongée. On dirait qu'un gigantesque chargement de porcelaine a été déversé au fond de l'eau. Heure après heure, les bras s'activent à recueillir délicatement des milliers de porcelaines. Pour éviter de trop fréquentes remontées, on a imaginé un panier élévateur où les sous-marins déposent leur collecte. De l'air comprimé le propulse le long d'un câble jusqu'à la surface. Dans une explosion de bulles, il apparaît au jour. Au tour des plongeurs de prendre en charge les précieuses pièces. Parmi celles-ci, la fameuse poulie repérée sur le tumulus. 2 bouteilles de vin, peut-être épargnées par nos 3 ivrognes. 200 ans passés sous la mer et le bouchon encore scellé.
Tout témoigne des habitudes des commerçants anglais du XVIIIe siècle. Ça va quoi, tu sais? Un rafraîchissoir, je crois que c'est un rafraîchissoir. Soit champagne. Non, c'est un rafraîchissoir. Donc il a fallu remuer, et puis finalement il est venu, mais il est venu en 5 ou 6 fois. Hein. Vous avez la poulie? Elle est belle la poulie. Larry Alba du National Museum consigne par écrit chaque article et lui assigne un numéro d'enregistrement en vue d'établir une base de données des milliers d'articles retrouvés. La couronne britannique, riche de la possession de l'Inde, n'en négligeait pas pour autant ses relations commerciales avec la Chine. Les voyages en Extrême-Orient étaient longs et incertains. En compensation, la Compagnie des Indes octroyait 5% de la cargaison au seul profit des officiers. Cette disposition était appelée commerce privé. Ajouté à la corruption et à une cupidité répandue, le bénéfice tiré de ce commerce privé était de nature à tenter un homme entreprenant comme le capitaine Barrow. Les archéologues contemporains qualifient d'or blanc ces délicates céramiques. Ce qui était étonnant, c'est qu'ils sont absolument intacts, ce qui est rare dans les collections privées. Très belle qualité, toutes ces porcelaines étaient faites à Jindezen, qui était un des grands centres de la production de porcelaine en Chine. Ces petits plateaux étaient utilisés pour mettre les cuillères et étaient appelés patipans. De formes différentes et le même motif à l'intérieur. C'est un très beau service. C'est un rafraîchissoir et qui était en fait décoré, on le voit en lumière rasante uniquement, des armes d'une famille anglaise probablement. C'était une pièce de commande, ce qui prouve en fait que toute cette porcelaine était du commerce privé, du capitaine, des officiers. Et la Compagnie des Indes, elle, se contentait de très grands services de qualité moyenne qui étaient facilement vendables et certainement pas de pièces exceptionnelles comme ça ici. Cela fait pratiquement un mois que Océan Voyageur est arrivé en mer de Chine. Mais la mousson s'annonce. Le temps est désormais compté pour l'expédition. Bien que les sous-marins aient recueilli des milliers d'objets, l'un d'entre eux peut être le plus symbolique, mais assurément le plus compliqué à récupérer, manque à l'appel. Nous avons retrouvé la cloche du bateau par 352 mètres de fond. Elle était debout, comme ça. C'est un objet très symbolique parce qu'il y aura probablement la date de la construction du navire et c'est un objet extraordinaire à retrouver. Elle a donné l'alarme lorsque le Royal Captain a heurté le récif. Franck et toute l'équipe étudient les moyens à mettre en œuvre la difficile remontée de la cloche. Même pour nos sous-marins, c'est une opération complexe qui cumule les difficultés. Car elle repose depuis 2 siècles à 352 mètres de fond, en équilibre précaire sur une forte pente. Au surplus, cette pièce en bronze a-t-elle été suffisamment préservée pour résister à la manipulation des bras articulés des sous-marins? Un véritable plan de bataille est élaboré par l'équipe tout entière. Les sous-marins œuvreront en tandem. Les bras articulés emprisonneront la cloche dans un ingénieux système de filets à coller. En apparence, la manœuvre paraît simple. Problème, on ne connaît pas réellement le poids de la cloche. Jean-Claude est dubitatif au contraire de ses coéquipiers. T'es parasité de voir. Ça y est, regarde, ça va. Jean-Louis Corda, qui assure la communication avec Jules et Jim, rejoint Franck au poste de commandement.
commandes de Jules, Jean-Pierre Scotto. À ses côtés, Jean-Claude transmet leur progression par radio. Tu essayes de parler à distance égale du micro, plus doucement et plus détaché, s'il te plaît. On se dirige au-dessus de la cloche. Ok, merci, on te reçoit parfaitement. C'est parfait. Bon, là, on va arriver près de la cloche. On est à 8 mètres de la cloche. On la voit bien. Elle est éclairée. Manœuvre périlleuse de Jules et Jim en situation limite face à la falaise. Elle est une petite inclinaison. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va mettre du temps, on récupère Oui, superbe Jean-Pierre, superbe. Le filet est sur la cloche pour le moment, il faut qu'on en range. Parce qu'à la bouche, la cloche a bougé un petit peu. La couche un peu de sortie. Ah, elle commence à se retourner. Oh merde. Aïe, 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 aïe. Hop. Hop. Jules de surface. Dans l'urgence de remédier à l'échec, Jean-Claude fait signe à Jim de ne pas inquiéter Franck. La cloche sera définitivement perdue si elle dévale les 1000 mètres d'abrupte de la falaise. Coup de chance, toujours dans son filet, un rocher la bloque dans sa chute. On va la mettre dans le panier. Dis-lui, machin. Panier dans le filet. Il a dit panier, mais... Panier. Le rabaisser là. Nous sommes à Metz. Ok, bravo, super. Superbe Jean-Pierre, superbe. On est en train de faire des plans, de faire
of security. It's quite. Oui, on reste Elle est grosse, elle est grosse. Qui est là, tu peux y aller que... Elle est costaud, hein, t'allais voir. Méfiance. Oui. Ça, c'est des... Elle est quand même tombée de haut. On va regarder la baignoire. Et alors? From here. Frank va faire une découverte surprenante. The York. C'est le nom d'un autre bateau. C'est pas le bon bateau. C'est la cloche d'un autre On bateau. avait envoyé York, The York, 1760. L'émotion d'avoir récupéré la cloche est maintenant tempérée par les interrogations que suscite cette inscription. Qu'était le York et comment cette cloche s'est-elle trouvée dans l'épave du Royal Captain? Heureux, Frank félicite ses équipiers. Reste à résoudre l'énigme du York. Bravo, hein? Bravo. 9 mois plus tard, c'est chose faite. La cloche du York a livré son secret. Un matin de décembre, il se rend dans une vieille chapelle de l'est de Londres, Saint-Matthias Poplar. Érigée en 1661, la chapelle, avec son cimetière attenant, est la gardienne de la mémoire de la Compagnie des Indes, dont elle porte encore l'empreinte. Inspiré des mâts de bateau, 8 colonnes de bois supportent une voûte en berceau. Gravée dans la pierre, une interminable liste d'in memoriam, des capitaines et marins morts au service de l'honorable compagnie. Nous savons maintenant pourquoi nous avons retrouvé la cloche du York sur épave du Royal Capitaine. Juste après son lancement du chantier, le Royal Capitaine a été amarré le long d'un autre navire qui était retiré du service de la compagnie. C'était le York. Les deux vaisseaux, le Royal Capitaine et le York, appartenaient en fait au même propriétaire, Sir Richard Hotham. Afin de gagner du temps et de l'argent dans l'armement de son navire, Sir Richard a transféré des équipements du York sur le Royal Capitaine. Et la cloche, qui était un objet de grande valeur, a certainement été réutilisée sur un nouveau vaisseau. Après qu'il fut complètement désarmé, le York a servi de nombreuses années comme ponton de prisonnier sur la Tamise. Le Royal Capitaine, lui, fit voile vers la Chine peu après. Le sort a voulu que le Royal Capitaine touchât le récif et coula, juste un an après être parti en mer avec la cloche du York. « 15 ans après avoir identifié les premiers indices du naufrage du Royal Captain, Frank Goddio a relevé le défi qu'il s'était lancé. Toutefois, ce n'est pas la fin de l'aventure. Chercheurs, archéologues vont se pencher sur les trésors retrouvés pour leur faire livrer leurs secrets. Le 21 septembre 1774, 10 mois après le naufrage, une commission d'enquête a jugé que le capitaine Barrow et son équipage avaient fait tout ce qui était humainement possible pour sauver le Royal Captain. Aucune faute ne pouvait leur être reprochée. Bien que disculpé, Barrow attendra 5 ans avant de se voir confier un autre commandement. En 1778, il est nommé capitaine d'un navire de 903 tonnes, le Royal Admiral, appartenant à l'East Indiaman. Ce sera son dernier commandement car il meurt à bord le dimanche 12 avril à 2 heures du matin
comme il est consigné sur le journal de bord. Sa dépouille est confiée à la mer. La mort de Béraud coïncide avec le début de la fin de la Compagnie des Indes. La perte du Royal Captain annonçait une longue série d'échecs pour les marchands anglais. En 1858, la couronne révoque la charte de la Compagnie et en prend le contrôle. Elle est désormais passée dans l'histoire. Les dernières lignes écrites avant le naufrage par James Quick dans le journal de bord du Royal Captain traduisent bien le désespoir d'un homme contraint d'abandonner un navire chargé de toutes ses espérances. J'abandonne le malheureux Royal Captain, le plus beau navire marchand qui ait jamais pris la mer, au chagrin et à la peine de presque tous, et particulièrement à moi-même, car il était toute ma destinée.